Bonjour, professeur François Wassouni. Bonjour Abdias. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Quelle place l'artisanat occupe-t-il dans la vie économique des zones affectées par Boko Haram ? Alors, dans un premier temps, avant la période, bien avant, l'artisanat était au cœur de toutes ces entités qui se sont créées, les royaumes Giziga, Mundan, tout ça. L'artisanat était une forme d'industrie, entre guillemets, qui permettait de satisfaire tous les besoins. De quelle industrie s'agit-il ? Est-ce que pour les zones affectées par Boko Haram, puisque c'est de ces zones qu'on parle, qu'est-ce qu'ils fabriquaient précisément, ces populations ? Les outils de chasse, les arsenaux de guerre, les outils agraires, comment je vais dire, tout ce qui est les régalias de pouvoir. Donc l'artisanat était au cœur de la société. Maintenant, à partir du 19e siècle, il y a une véritable révolution en matière d'artisanat avec donc le djihad, dans la mouvance justement du djihad, avec l'avènement quand les Peuls prennent le contrôle du Nord Cameroun. Oui. Ouais, donc d'abord, c'est le matériel stratégique, c'est l'artisanat, le matériel de guerre. C'est avec cette supériorité en matière d'arsenaux et autres qui vont avoir raison, prendre le dessus sur les communautés qui étaient là. C'est comme ça que l'artisanat sera donc au cœur du 19e siècle, parce que c'est véritablement une industrie qui se met en place avec l'avènement des communautés Kanuri et Hausa aux côtés des Peuls. Et justement, avec la fabrication des instruments de pouvoir, avec la fabrication de nombre de choses et autres, l'économie était au cœur, l'artisanat était au cœur de l'économie qui s'est mise en place dans le contexte. Donc, d'un artisanat peut-être peu sophistiqué, on est passé à un artisanat très très sophistiqué. Et quand les colonisateurs arrivent, il y a eu toute une politique de promotion de l'artisanat. D'un artisanat purement traditionnel, on va passer à un artisanat qui est placé au cœur de l'économie coloniale, avec le centre artisanal de Maroua. Et il y aura donc la création de sociétés indigènes de prévoyance, sociétés africaines de prévoyance. Comment est-ce que le centre artisanal sera un grand centre de production avec l'exportation des produits, que ce soit en Afrique occidentale française, vers la France et surtout, vous savez, avec le tourisme prend véritablement corps avec les États qui se mettent le Cameroun, à partir de 1960, on sait comment est-ce que l'extrême nord, le nord Cameroun, c'est comme l'Eldorado, tout à fait, l'Eldorado du tourisme au Cameroun. Exactement. Et l'un des secteurs au cœur du tourisme, c'est justement l'artisanat. Et justement, il y a malheureusement un conflit qui va naître, le conflit Boko Haram. Comment analysez-vous les effets de ce terrorisme-là sur l'artisanat dans ces zones ? Peut-être il faut faire encore un background history. Le rapport artisanat et insécurité commence déjà autour des années 90 avec les coupeurs de route qui, disons, le phénomène aura un impact très très important sur le tourisme, parce que sans la sécurité, le tourisme n'est pas possible. Donc le phénomène de coupeurs de route aura un impact considérable sur le tourisme et par conséquent sur le secteur de l'artisanat. Même comme peut-être par coup de chance, on a vu aussi comment autour des années 90, 2000, comment est-ce que nombre d'ONG vont s'impliquer dans le secteur de l'artisanat pour révolutionner, pour créer, ouvrir des débouchés et autres. Mais pour parler véritablement de l'artisanat dans le contexte de Boko Haram, je voudrais qu'on parle d'une ambivalence. Il y a donc une forme d'ambivalence dans le contexte de la crise Boko Haram. Ambivalence, pourquoi ? Il faut retenir, comme je le disais d'entrée de jeu, que l'artisanat occupe une place de choix dans l'économie du Nord Cameroun. C'est des milliers de personnes qui vivent de cette économie-là. Et cette économie connectée au tourisme, l'artisanat constitue un peu ce qu'on appelle les secteurs connexes au tourisme. Il y a toute une économie dont vivent des milliers de personnes, surtout dans les zones comme la ville de Maroua, les zones comme les Rumsiki et tout le reste. Maintenant, donc, dès que vous savez ce qui se passait, à l'entame du phénomène Boko Haram, comment est-ce que les missions diplomatiques ont interdit à leurs ressortissants de venir au Nord Cameroun. Donc, plus de tourisme. Or, le tourisme est le plus grand débouché pour l'artisanat. Du coup, nombre d'artisans, des milliers d'artisans ont été condamnés
au chômage. Plus d'activité, plus de vente. Par conséquent, on a vu comment est-ce que l'artisanat est entré dans une mouvance de déliquescence. Alors donc, on va passer d'un artisanat mort vers un autre artisanat qui est davantage criminogène. L'artisanat criminogène, c'est-à-dire que Boko Haram va quasiment récupérer. Il y a donc une récupération, un détournement de l'artisanat au service donc de Boko Haram, dans les phénomènes de prise d'otages, dans le phénomène, pour ceux qui étaient là au chômage, plus d'activités à faire, ils vont rejoindre les rangs de Boko Haram. Et justement, ils vont devenir véritablement les armuriers de Boko Haram. On a vu comment c'est eux qui vont se mettre au service des forgerons, des fabricants de ceci, pour fabriquer maintenant les outils de guerre de Boko Haram. Par exemple, les EEI, les engins explosifs improvisés, les flèches, les couteaux et tout le reste. Donc, on sait comment est-ce que toutes ces armes blanches-là sont utilisées par Boko Haram. En dehors donc des Kalachnikov et tout le reste, vous avez vu comment Boko Haram qui éventre, Boko Haram qui égorge et tout le reste avec tout ce matériel-là. Donc, il y a eu carrément un artisanat qui s'est développé au service, donc pour servir un artisanat donc criminogène, un artisanat au service de la violence, un artisanat mort. Il y aura une forme de résurrection, il y aura une forme de récupération de l'artisanat, cette fois orientée à des fins de terrorisme de Boko Haram. Les artisans auront joué donc un rôle important dans la construction de la puissance de Boko Haram. Chaque jour, en train de fabriquer des outils, en train des innovations, les innovations criminogènes aussi. Et si Boko Haram, il a beaucoup utilisé donc les services des artisans. Ce ne sont pas tous les artisans quand même qui sont allés à l'école de dans Boko les Haram. rangs de Boko Haram. Il y a aussi d'autres qui ont fait preuve d'une certaine résilience. Oui, justement, là, c'est même cette résilience-là, c'est de regarder s'il y a des artisanats artisanat de maintien, mais à côté, il y a une autre curiosité, c'est cet artisanat-là qui prend corps, cet artisanat de la souffrance. Dans les camps de déplacés, au camp de réfugiés de Minawao, on va voir comment est-ce que les réfugiés, les déplacés, avec toutes les vulnérabilités auxquelles ils font face, on va voir comment est-ce qu'un artisanat va se développer, un artisanat de fabrication, peut-être la vannerie, la poterie et tout le reste, un artisanat donc pour la survie, un artisanat de la souffrance qui prend donc corps autour donc des camps de déplacés, le camp de réfugiés et tout le reste. Voilà un peu comment l'artisanat va encore occuper une place importante dans le champ, dans le contexte Boko Haram. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi parler de la renaissance de l'artisanat aussi dans le contexte de la construction de la résilience. Oui. Donc, un artisanat de la souffrance prenant corps, les organisations humanitaires qui se déploient pour apporter du secours à ces populations-là vont donner de l'impulsion à l'artisanat comme aussi secteur d'activité qui participent à la résilience. Donc, dans nombre de projets, on va voir comment est-ce qu'il y aura des activités, par exemple, dans les livelihoods, les activités socio-économiques et autres. On va aussi donc promouvoir le secteur de l'artisanat. Donc, si on regarde très bien, on va donc dire cette ambivalence-là entre un artisanat qui entre dans une léthargie, qui entre en déliquescence, et à côté, il y a aussi un artisanat qui renaît, un artisanat au service du crime, du crime au service du terrorisme, et un artisanat de la souffrance qui va donc profiter aussi des projets d'appui à la résilience, dont un artisanat qui prend corps. Et justement, je dis qu'aujourd'hui, aussi dans le processus de stabilisation, dans la mouvance de la reconstruction, il est donc important aujourd'hui que ce soit les politiques publiques en matière de reconstruction. On a un grand projet de reconstruction de la région de l'extrême nord. Tout à fait. C'est une région décrétée économiquement sinistrée, région en reconstruction, vous l'indiquez. Comment aujourd'hui, dans ce croisement, faire renaître de ces cendres le secteur artisanal dans les zones affectées par Boko Haram? Justement, c'est un appel que nous lançons comme ça, déjà au projet de reconstruction de la région de l'extrême nord, et maintenant à tous ces nombreux projets-là autour de la stabilisation impulsés par les Nations Unies et tous les autres
les collaborateurs, les ONG internationales et tout le reste. Il y a carrément le programme de stabilisation. Il y a tout un plan de stabilisation du bassin du lac Tchad. Il est important puisque parmi les piliers, il y a carrément la relance socio-économique. Il est donc important qu'une attention particulière soit donc accordée au secteur de l'artisanat. Ce service-là qui a fait les beaux jours donc, de l'économie de l'extrême nord via le secteur du tourisme. Donc il est important. Ce secteur-là qui est aussi très connecté à la tradition. Ce secteur-là qui est un pan important du patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel-là qui ne doit pas disparaître, qui doit donc être, il faut donc investir, il faut aussi penser à mettre en place des projets qui appuient donc, qui vont relancer le secteur de l'artisanat dans la perspective donc d'une reconstruction, d'une stabilisation pertinente, d'une stabilisation durable. Et comme ça, le secteur de l'artisanat donc pourra jouer le rôle qui est le sien. Il pourra donc occuper une place à nouveau dans le champ du développement. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci, professeur François Ouassouni. Je rappelle que vous êtes historien, professeur titulaire des universités, enseignant à l'université de Marois, à l'université de la francophonie, à l'université de Montréal, entre autres. Je touche à sa fin. Je suis Abdia Sarouna. Au revoir.